Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, merci d'être resté jusqu'à maintenant. Donc, le sujet, ça sera un focus sur les amis de Kubernetes. Donc, on va faire un petit tour rapide de différents outils qui s'intègrent avec Kubernetes et qui font que ça devient un environnement utilisable et un environnement de production. Je vais juste brièvement me présenter. Alors, les slides, ils seront aussi un petit peu moins sexy que les slides d'AWS d'avant, mais enfin, on fera avec. Donc, j'ai terminé mon école d'ingénieur ici en 2009. C'était encore à l'époque le diplôme d'ingénieur, donc pas le bachelor, c'était l'année de la transition. Ensuite, j'ai travaillé dans différentes entreprises en Suisse romande de différentes tailles. Actuellement, je suis architecte de solutions IT et DevOps chez Cizel, pour qui je travaille depuis bientôt 6 ans et demi. Vous avez le lien sur mon profil LinkedIn. Je parle aussi brièvement de Cizel, qui est donc Cizel Group depuis environ une année, suite à l'intégration de la société Neo Technologies. Notre headquarter est à Matran, donc société principalement en Suisse romande, avec une enseigne à Lugano. On est plus de 170 employés. Et là aussi, vous avez les liens sur LinkedIn, et surtout, on a pas mal de postes ouverts, donc n'hésitez pas à aller regarder. On cherche du monde. La petite page aussi par rapport à l'équipe DevOps chez Cizel. Donc, vous voyez là sur la gauche un petit peu tous nos logos, nos certifications. C'est bien joli. La plus importante, ce serait peut-être celle du milieu à retenir. Donc, c'est le fait qu'on est certifié en tant que fournisseur de services Kubernetes. On est membre aussi de la Linux Foundation, de la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation. Donc, membre, ce qui veut dire qu'on est sponsor de ces fondations. Ça fait des années qu'on travaille autour de ces technologies chez Cizel, mais on a vraiment starté une équipe dédiée à ça début 2019. On fait des projets d'accompagnement pour nos clients, des projets aussi internes. On a différents services autour de ces technologies. Une grosse expertise autour de Kubernetes, et on est aussi un peu garant de toutes ces méthodologies DevOps, GitOps, DevSecOps, EtoileOps au sein des différents projets. Donc, le sujet de cette présentation, c'est les amis de Kubernetes. Donc, on en a piqué quelques-uns. Donc, des amis, ça sera surtout des outils qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, au sein de Cizel. Je vais les passer brièvement en revue. C'est vraiment pour donner un petit peu une idée de ce qui tourne autour. Pour cette présentation, donc, on a un cluster Kubernetes SKS qui est déjà déployé sur Exoscale avec tout ce qu'il faut dessus. Il y a un repo justement public ici que vous trouvez sur GitHub, vous pouvez aller regarder. Il y a tous les codes et toutes les commandes qu'on a utilisées pour préparer cette présentation. Il y a aussi le PDF de la présentation si vous désirez. Alors, comment parler des amis de Kubernetes sans parler de la CNCF et de son fameux landscape? Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez le lien, là, vous pouvez les chercher sur Google. C'est déjà la CNCF, donc c'est la fondation qui regroupe un petit peu tous ces projets autour des technologies cloud native. Si on regarde un petit peu plus bas, vous verrez directement ici même le projet Kubernetes. Je ne sais pas si vous voyez quand même quelque chose, oui, en haut à gauche. Donc, qui a été transféré à la CNCF par Google il y a déjà quelques années de ça. Donc là-dedans, vous voyez vraiment tous les outils, donc tous les amis au fait de Kubernetes. Nous, on a l'habitude, quand on fait des projets, au fait, on vient faire un petit peu notre marché là-dedans. Si on a besoin de services de base de données, de messaging, de sécurité, de réseau, de services de proxy, selon les projets, on va venir regarder là-dedans. Et puis, on va sélectionner le projet selon... on voit qu'il y a des projets qui sont en mode incubating, des projets qui sont en mode graduate. Il y a des projets qui sont open source, d'autres non. Ceux qui sont grisés sur le panel, c'est des projets qui ne sont pas open source. Donc voilà, là vous avez déjà un sacré panel d'amis. Vous voyez quelques petites informations un petit peu sur market cap et puis le funding pour tous ces projets qui sont hébergés finalement par la cloud native, la CNCF. Et vous voyez aussi, juste un petit coup de pub en plus, il y a le réseau qui se fait plaisir. Normalement, je vais rafraîchir un coup. Là, ça fait toujours plaisir. Là en bas, vous voyez Cizel. Là, petit souci d'affichage. Mais voilà, donc comme entreprise,
Certified Service Provider pour Kubernetes, donc vous voyez, CISL la bande. Donc voilà, ça, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Et pour les différentes, les différentes choses qu'on va vous montrer après, en gros, là, j'ai encadré en rouge ce qui a été utilisé pour déployer le cluster, les différentes applications. Il n'y a pas tout, je pense qu'on peut encore en rajouter facilement une dizaine. Moi, je pense que je vais laisser la présentation comme ça et pas passer en mode plein écran pour la présentation, histoire d'éviter le souci qu'on a eu avant. Donc, un premier binôme d'amis, disons, un premier binôme d'outils vraiment très utile pour Kubernetes, déjà c'est un peu le binôme d'outils qui nous permet de déployer des clusters. Sans cluster Kubernetes, franchement, pas de Kubernetes, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour déployer les applications, il faut commencer par déployer un cluster. Ce qu'on veut éviter vraiment actuellement, c'est ce qu'on appelle le ClickOps. C'est aller dans les interfaces, que ce soit Exoscale, que ce soit Azure, que ce soit AWS, et déployer nos clusters via, en cliquant, on ne sait pas qui a fait quoi, on ne sait pas pourquoi il l'a fait, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, l'objectif actuellement, c'est d'utiliser des plateformes d'hébergement qui permettent, via des API, d'automatiser les déploiements. Et avec ça, on coupe l'utilisation d'outils comme Terraform, qui est vraiment l'outil le plus utilisé actuellement, où là, on peut faire du code déclaratif, le donner à manger, entre guillemets, à Terraform, qui, lui, va s'occuper d'échanger avec l'API du fournisseur de services pour créer ce qu'on lui a demandé. Donc là, c'est un petit schéma très simple. On a nos codes déclaratifs qui sont dans un repo, on les télécharge en local ou pas. On fait des 3 commandes, Terraform init, Terraform plan, Terraform apply. Ça va envoyer les commandes vers le cloud provider, créer le cluster. Et en plus, nous, je vous montre rapidement, on a l'habitude de stocker aussi, je ne sais pas si vous connaissez Terraform, il y a les tf-state qui sont vraiment les fichiers très importants. On va les stocker dans un S3 afin de pouvoir les partager entre les différents membres d'une équipe, par exemple. Donc, ça, c'est le repo dont je vous parlais avant. Il y a vraiment toutes les sources qui sont disponibles. Il y a même dans le README, vous avez un petit peu la procédure à suivre pour déployer le cluster et toutes les applications. Je vous montre rapidement. Terraform, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, c'est très simple. En plus, on utilise un module qui a été créé par une autre société et qui nous permet, avec vraiment très peu de code, de déployer un cluster. Là, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de dire le nom du cluster qu'on veut. Bon, il sait qu'on va déployer vers Exoscale parce qu'on utilise un module Exoscale. On dit où on veut le stocker, à Genève. On donne la version du cluster, on donne le nombre de nœuds qu'on veut. La partie config, ça nous intéresse peu pour l'instant. Et on lui dit aussi, là c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est où est-ce qu'on veut qu'il stocke notre fichier tf-state. Une fois que ça c'est fait, je ne vous montre pas les commandes, il n'y a pas forcément besoin. Ça déploie, donc là je suis sur le panel Exoscale, donc si vous voulez aussi des petits bons comme pour avant, il faut passer par là-bas. Donc voilà, je ne veux pas aller trop loin dans la démonstration, mais via l'API, vous avez votre cluster Kubernetes qui est déployé. Je l'ai fait en amont parce que ça prend quand même 3-4 minutes, et puis je ne vais pas le faire en live, on a testé, ça, je ne rentre pas dans les temps. Vous avez votre cluster qui est déployé avec les 3 instances qu'on lui a spécifiées ici. Vous avez directement, SKS met à disposition directement un endpoint public pour pouvoir accéder à votre cluster. Il tourne sur Geneva. Donc voilà, déjà, ça c'était le premier couple d'amis de Kubernetes, c'est afin de déployer un cluster. J'en ai fini pour cette partie-là. Il faut que j'avance parce que je crois que j'ai pas mal de trucs à présenter. C'est pas un problème. Merci déjà à Lucie avant d'avoir un petit peu introduit ce qui est Argo CD et puis justement le concept de déploiement, et puis SKS aussi pour le slide d'avant. J'ai fait un slide un tout petit peu moins sexy, mais on voit bien Argo CD qui est donc maintenant le centre névralgique. Au fait, la problématique, comme expliqué avant, c'est que déployer des applications en utilisant du kubectl, en utilisant du Helm, c'est une bonne chose. C'est déjà un bon début, mais vraiment les méthodologies actuelles, c'est d'utiliser du GitHub, c'est d'avoir donc tout votre code de déploiement et votre code d'applicatif qui se trouve soit dans des repos Git, sous format YAML, sous format applicatif,
soit dans des Helm charts, et de ne pas vous faire des kubectl ou bien du Helm pour déployer sur le cluster. Mais vous passez par Argo CD, qui lui vous permettra vraiment de centraliser, d'avoir une vue sur ce qui se passe sur votre ou sur vos clusters, parce que comme ça a été dit avant, on peut avoir un Argo CD qui target toute une gamme de clusters. Alors là, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc Argo CD, vous avez déjà vu avant l'interface. Donc là, ça c'est l'interface d'accueil où on voit la liste des applications. Pour l'instant, il y a déjà une application qui est définie, ça sera pour un des slides plus tard. Mais ce qu'on va faire, c'est, cette fois, on va déployer graphiquement une application. Voilà. Donc, il nous faut juste quelques informations. Je mets juste, là. On va l'appeler Demo App. Le projet, c'est un projet par défaut. Je vais peut-être y revenir après. On va dire à Argo CD, si le namespace n'existe pas, donc le namespace qui contiendra l'application, tu vas nous le créer automatiquement. J'ai préparé, histoire de ne pas avoir besoin de copier-coller des URL, j'ai déjà préparé des repositories, une liste de repositories qui sont disponibles en tant que source applicative. Donc là, on va prendre le repository public qu'on a sur GitHub. Je vous montre rapidement. On a un dossier démo app ici, où on a notre fichier YAML applicatif. Maintenant, vous êtes vous avez l'habitude de voir ça ce soir. Donc, on a un déploiement avec une image Nginx ici. Je descends encore un bout. On a aussi un ingress afin de pouvoir accéder à cette application qui sera demo.exemple.com. Une config Mac qui contient finalement l'application en soi. C'est de l'HTML tout simple. Vous verrez, on a tout donné sur cette application. Donc, j'ai donné en source ce repository. Maintenant, je vais quand même encore lui donner le chemin, pour pas que ça me déploie n'importe quoi, je vais vraiment donner le chemin qui contient les codes de l'applicatif. Ici, on voit qu'on est sur la révision aide, on n'a qu'une seule branche. Voilà. Pour l'instant, je n'ai rien à changer, mais vous voyez que vous pouvez quand même aller assez loin au niveau des configurations. Argo CD, il est installé sur le cluster SKS, donc on va sur le même cluster SKS sur lequel on va déployer l'application. Du coup, c'est le kubernetes.default.svc. Vous avez aussi vu ça avant. Le namespace, je vais l'appeler Demo App. On a demandé à Argo CD de le créer. Donc là, normalement, si tout se passe bien, l'application se crée. Pour l'instant, elle est uniquement créée dans Argo CD. Vous voyez ici les différents éléments que Argo CD aimerait créer sur le cluster. Donc, l'objectif maintenant, c'est d'appliquer ce qu'on se trouve dans notre repo Git et d'aller l'appliquer sur le cluster. Pour ce faire, on fait un sync. Donc là, on va synchroniser. Donc on va demander à Argo CD de mettre sur le cluster tous les éléments qui se trouvent dans notre repo. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comme défini, on a notre déploiement, on a un ingress ici, ingress qui nous amène sur cette fabuleuse application. Je vais d'ailleurs pas la laisser ouverte trop longtemps. Et vous voyez derrière, on a scalé 3 pods, donc on a 3 conteneurs Nginx qui tournent. Ce qui est sympa aussi avec Argo CD, c'est la vue network, ici, où il me manque un bout, c'est pas grave, là. Où vous voyez cette vue finalement réseau, où il y a l'ingress en entrée. Vous avez, comme expliqué avant par Lucie, l'ingress, le service qui fait l'interface avec les différents pods derrière et qui s'occupe de faire du load balancing. Bon, vous avez déjà vu l'exemple avant, mais je vais quand même le faire. Donc, on a notre démo app. Oui, il faut développer dans des outils de développement. On peut aller directement changer dans GitHub. On est d'accord. On fait comme on peut. Donc, là, bêtement, on passe d'un Nginx 1.23 à un Nginx 1.24. Pour éviter qu'on ait les 3 minutes de refresh justement standard, on va forcer un petit refresh. Vous voyez qu'Argo CD ici, il vous dit il y a une différence entre ce que tu m'as donné comme source, donc la source de vérité qui est dans GitHub, et ce qui se trouve sur le cluster. Vous pouvez aller justement ici dans le diff. Et dans la partie diff, si on scroll, je ne sais plus si on vous a montré ça avant, et vous avez le live manifest, donc c'est ce qui est
actuellement sur votre cluster. Ici, vous avez le manifeste désiré, donc c'est ce qui est dans GitHub. Et si vous êtes OK avec l'application cette différence, vous venez resynchroniser. Je vais te fermer. Et là, il se passe aussi le rollout, comme vous avez pu voir avant, les containers qui sont supprimés un par un, remplacés, supprimés, remplacés, supprimés. Ça, c'est le fonctionnement standard de Kubernetes. Ce qui est sympa aussi avec Argo CD, vous pouvez aller sur le conteneur. Vous voyez ici, il y a quelques informations, notamment la version de l'image. Et vous pouvez aussi aller sur les logs. Et ici, vous pouvez en live, via l'interface graphique, suivre les logs de vos conteneurs. On voit aussi que voilà, il a démarré le 1.24. Pour Argo CD, il y a encore beaucoup de choses vraiment à raconter. Je vais gentiment m'arrêter, mais vous pouvez venir ici ajouter des clusters. Là, on voit qu'on a le cluster par défaut, mais vous pouvez venir mettre votre cluster AWS, votre cluster SKS, votre cluster JKE, votre cluster on-prem sur de VMware, sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir les linker ici et gérer le déploiement applicatif sur ces clusters d'une manière centralisée. Vous pouvez aussi gérer les repositories qui sont autorisés. Là, vous pouvez venir vraiment mettre votre liste des repos qui sont autorisés à être comme source de vérité, et ça va d'un point de vue sécurité, voilà, blinder un petit peu et puis empêcher les développeurs ou les ops à déployer tout et n'importe quoi sur votre cluster. Un autre avantage de Argo CD, c'est qu'il vous permet une authentification via SSO. Là, je suis logué. Du coup, je suis plus logué. Oui, je suis logué. Là, on est logué en local. Et si vous pouvez le configurer pour qu'il utilise le SSO, et vous pouvez utiliser vos comptes d'entreprise, vos comptes qui sont sur Azure. Et là en bas, vous aurez justement une mire de login SSO. Et comme ça, vous avez une meilleure gestion des utilisateurs et des accès sur vos environnements. Et en fait, vous coupez les déploiements via kubectl et vous ne autorisez que par des outils qui ramènent un petit peu de gestion au niveau des airbags. Voilà pour cette partie. Un autre copain très utile de Kubernetes, c'est Kasten, qui est un outil de gestion des sauvegardes et des disaster recovery. Kubernetes, à la base, c'était surtout pour des applications stateless, donc sans données persistantes. C'est vraiment pour ça que ça avait été créé par Google. Eux, c'était pour vraiment déployer tout leur front-end de recherche, etc. Eux, ils n'ont pas de données persistantes, donc ils ne se sont pas trop souciés de ça. Mais avec l'utilisation de plus en plus fréquente de Kubernetes, les gens déploient des WordPress, je sais pas, n'importe quelle application qui ont des bases de données qui demandent des données qui persistent à la vie des conteneurs. Donc ces données persistantes, au final, il faut bien les sauvegarder. Il y avait des outils qui étaient un petit peu comme Velero, qui sont des outils un petit peu plus compliqués à mettre en place. Il faut coder, c'est plus du script, c'est plus de la ligne de commande. Et là, il y a vraiment Kasten de Vim qui est devenu un petit peu le leader sur le marché ces derniers temps, qui propose une interface graphique. Vous l'installez sur le cluster, vous devez l'installer sur chaque cluster. Et ensuite, vous permet de faire soit des snapshots en local, soit ensuite d'exporter vos données vers du S3. Le S3 ici, qui serait du S3 SOS de Exoskill, par exemple, dans le cadre d'exporter vos données. Si vous faites chiffrer en local, vous avez quand même vos données qui seraient, par exemple, pas chiffrées et puis qui seraient disponibles sur du S3. On va faire un petit tour de Kasten. Il est là. Donc là, vous voyez l'URL. J'ai aussi utilisé du port forward comme Lucie a fait avant, histoire de ne pas publier forcément votre outil de sauvegarde et qu'il ne soit pas forcément accessible par tout le monde, parce que ça peut être des données critiques. Donc Kasten, en soi, vous arrivez, vous vous loguez. Lui, il voit directement 6 applications. Donc automatiquement, il va identifier les applications qui tournent sur votre cluster via les namespaces finalement. Via le nombre de namespaces, il va vous regrouper tout ça. Là, on voit ma démo app. J'ai déjà un point de restauration parce que j'ai fait un test avant. Là, on va simplement lui demander de faire un snapshot. Juste pour la démonstration, on va peut-être lui mettre une date d'expiration du snapshot. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait finalement? Kasten, il va prendre tous les éléments qui sont dans votre namespace et il va faire un snapshot vraiment des données et de l'état instant T maintenant. Dans cette démo, je n'ai pas de données persistantes, mais finalement, ça ne change rien. Là, on voit un petit peu tous les artefacts qui vont nous sauvegarder. On a toutes les config maps, on a la déclaration de l'ingress, des service accounts, le déploiement, etc. Donc là, on voit que la sauvegarde est terminée.
Si vous avez par exemple un nouveau collègue qui a l'habitude, je ne sais pas, de faire des misclics et qui en plus le fait exprès. Ah mince. On va faire des maps. Voilà, là, c'est pas vraiment du misclick, mais voilà. Donc, si vous perdez votre application pour une raison ou une autre, vous avez votre snapshot. Là, j'ai fait un snapshot manuel, mais vous pouvez le scheduler toutes les heures, 2 fois par heure, toutes les 2 heures, 1 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Par application, en plus, vous pouvez vraiment choisir. Et là, vous venez sur votre applicatif. On voit qu'il y a un deuxième point de restore. Il y a un point de restore que j'ai fait, à 9h15 ce matin et celui de 6h43, donc on est d'accord que c'est maintenant. On va restaurer notre application. Finalement, c'est un outil un outil de backup et restore comme tous les autres, mais pour Kubernetes, c'est quand même une petite révolution, ce genre d'outil. Et on arrive dans notre application. Là, on fait il n'y a pas besoin de faire refresh, et on voit que Kasten est en train de tout remonter. Et si tout s'est bien passé, moi, je ne vous ai pas montré quand elle était en bas, mais là, l'application, elle tourne. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Elle tourne. Voilà. Voilà. Ce que je vais encore vous montrer brièvement pour Kasten. Donc, voilà, vous avez aussi un panel où il y a du Grafana derrière. Vous pouvez avoir plein de statistiques. Je vais quand même vite aller dessus. Vous pouvez, via Alert Manager... Allez, merci. Donc là, on voit, il n'y a pas de grandes statistiques, je suis navré, mais normalement, vous avez plus de stats. Si vous avez des backups qu'on failed ici, vous pouvez venir via Grafana, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être je vous montre après si j'ai le temps, Grafana Alert Manager, vous pouvez venir setter des alertes. Si tout d'un coup, le nombre de backups failed, il est plus nul ou 0, mais il passe à 1, vous avez une alerte qui est générée, puis qui finit soit par mail, soit sur votre intégration avec des outils comme Opgeny, soit sur un webbook, ou bien ce qui se termine sur Teams ou, je ne sais pas, Slack, peu importe ce que vous utilisez. Le dernier point pour Kasten, c'est cette partie ici, d'ailleurs que je n'ai pas activée, Disaster Recovery. Là, en fait, ça va vous obliger ça va créer une clé de chiffrement pour toutes vos données, et ça vous oblige aussi d'avoir un stockage S3 en dehors du cluster. Ce Disaster Recovery va vraiment tous les X temps prendre vos données, les poser sur le S3 externe, donc à votre cluster, ce qui vous permet vraiment, si cette fois il y a un misclick, mais au niveau du cluster, et vous perdez vraiment tout votre cluster, ou bien, je ne sais pas, il y a un site de votre provider, de votre cloud provider qui est en bas, ça vous permet de remonter un cluster autre, et via cette clé qui vous permettra d'aller chercher toutes les données et de tout restaurer ou de restaurer granulairement sur un nouveau cluster. Vous pouvez aussi utiliser ça si vous avez un petit peu peur de faire des upgrades de version Kubernetes in place et vous préférez mettre un nouveau cluster avec la nouvelle version et de migrer gentiment vos applications sur la nouvelle version, vous passez par Disaster Recovery qui, lui, fera le lien vers votre nouveau cluster. Voilà, pour l'ami des sauvegardes, on va s'arrêter là aussi. Je ne sais pas, c'est quelle heure 48. Je vais peut-être revenir après sur notre binôme d'amis pour tout ce qui est monitoring, mais je voulais peut-être vous parler d'abord de sécurité. Justement, la question d'avant, la remarque d'avant par rapport au secret, elle est tout à fait pertinente. On voit de plus en plus de problématiques de secrets ou bien d'informations de login, de tokens qui se retrouvent dans les codes. Parce que c'est vrai que on fait quelque chose en développement, on se dit mais c'est bon, je suis en dev, et puis je ferai attention quand je passerai en prod. Voilà. Il ne faut pas oublier que vos secrets, ils se retrouvent aussi dans les commits. Il faut faire attention à pas mal de choses. Donc maintenant, le trend, c'est ce qu'on appelle un petit peu security shift left. Donc c'est vraiment la sécurité à chaque étape, mais vraiment dès le début, donc dès les prémices du code, on commence vraiment à amener de la sécurité. Là, je vais juste vous montrer quelques exemples d'outils très sympas. Et c'est des outils parmi tant d'autres. Ça, c'est juste un choix, une sélection qu'on a l'habitude d'utiliser. Si je fais dans l'ordre, on va partir par le code. Tac. Je ne sais plus où je l'ai mis, Gitlix. Ah tiens, Gitlix, c'est le seul que je n'ai pas préparé, c'est super. Alors, je le prends à la fin.
Non, je vais quand même commencer par ça. Je vais pas aller chercher ici. Donc, une fois de plus, vous retrouvez... Ah non, je me suis trompé. Vous retrouvez toutes les commandes. Je m'excuse pour ceux qui piquent un peu les yeux. Là. Donc, on se retrouve dans nos tripos de code, ici, et vous avez des outils comme Gitlix qui, eux, vont via différentes technologies de découverte. En fait, ils vont regarder par rapport à certaines bases de données. Au sein de l'outil, ils voient aussi, il y a des trucs très simples. Là, vous voyez que moi, dans les codes, il y a un endroit où c'est écrit hôte. Pour lui, voilà, hôte, il va regarder si derrière il y a quelque chose qui ressemble à un token. Il fait une analyse comme ça. Et s'il voit que ça ressemble quand même à un secret, il va nous le ressortir. Puis effectivement, ça, c'est réellement un secret avec cette valeur que j'ai stockée dans les codes. Là, il y a un secret qui est assez simple. C'est même écrit secret name dedans. Si vous avez des user passwords, lui, il va retrouver ça. Mais aussi, s'il voit des chaînes de caractères qui ressemblent à des tokens, il va vous les relever ici. Là, on fait ça manuellement. Les bonnes pratiques, quand même, c'est d'intégrer ça directement dans vos chaînes de développement, dans les pipelines CI/CD directement, en mettant ça comme contrôle bloquant ou non bloquant. Ça, c'est à vous de voir un petit peu au cas par cas. Donc ça, c'est Gitlix. Il y en a encore plein. Il y a Detect Secret, il y a Whispers. Il y en a tout plein. Ça, c'était juste un exemple. Autre partie pour analyse de code, par rapport au code. Là, ce n'est pas de l'analyse de secret, mais c'est de l'analyse plutôt de best practice. Il y a des outils comme Terrascan. Là, je vais lui passer en paramètres. Je vais lui dire de scanner un certain repo. Je remonte, attention les yeux. Ça va piquer. Là. Ouais, on peut mieux faire le code. Là, on va lui dire que notre projet, c'est un projet IAC avec du code de déploiement pour Kubernetes. Donc déjà, l'outil, lui, il va se focus, il va se mettre en mode « Ok, d'accord, je vais aller regarder ce qu'ils ont fait de ce point de vue-là ». On voit ici qu'il nous ressort... En fait, c'est des violations par rapport à des bonnes pratiques, toute une liste de bonnes pratiques. Si on descend sur les high, ici, on voit que nous, on ne vient pas contrôler... C'est des codes... Prenez pas ce repo pour faire du déploiement de production. C'est pour la démonstration d'aujourd'hui. On voit qu'on ne vient pas contrôler si les conteneurs peuvent tourner en mode root, ce qui est vraiment déjà une chose qu'on ne devrait jamais laisser faire, sauf si on n'a vraiment pas le choix. Mais là, il va vous remonter toute une liste de... Puis là, on voit qu'il y a quand même certaines choses. C'est surtout les high qu'il faut voir. Privilege escalation aussi qui ne sont pas traités. Ça, on aurait dû traiter dans les codes, mais voilà, on a fait pour la démo, on n'est pas allé trop loin. Donc là, vous avez toute une liste. Vous voyez ici le petit résumé. Donc en tout, on voit 87 policies qui ne sont pas OK, 42 qui ont été validées, et puis surtout 8 qui sont, je pense, à traiter si vous pensez passer en production. Ça, c'est le traitement au niveau du code en amont. On a aussi... Là, c'était pour des codes de déploiement Kubernetes. Là, je fais aussi un petit check pour du code Terraform. Et là, je vais lui donner juste notre Terraform de déploiement du cluster SKS. On voit qu'ici, il y a un total de 785 policies. Si vous vous rappelez, là, vous voyez qu'on a très, très bien travaillé. Il n'y a aucune violation. Après, si vous vous rappelez du code, il y a 10 lignes. Donc, si on ne pouvait pas vraiment se planter sur ce coup-là, quoi. Voilà. Donc là, on a scanné du code. Une autre chose importante dans les applicatifs, c'est les conteneurs. Ce que vous faites finalement, les développeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils buildent des images. Soit ils en build, soit on en utilise. Et il faut quand même s'assurer un petit peu de la sécurité de ces images. Vous avez vu avant, nous on a déployé un Nginx 1.23. Et là vous avez des outils comme Trivy qui vont scanner l'image et qui vont par rapport à une base de données de CVE regarder si votre image elle est clean, ou s'il y a beaucoup de CVE qui sont liés avec. Ici, je vais remonter que la severity critique, parce que sinon on a toute une liste, puis c'est illisible. Donc là, pour la 1.23, on se dit finalement, ça va, il n'y a pas tant de CVE. Par contre, on voit qu'il y a... De toute façon, elles sont pas fixées, donc il n'y a de toute façon pas de patch dans les nouvelles versions. Donc on peut juste checker la 1.24. On voit que c'est exactement la même chose, il y a toujours le souci. Par contre, ce qu'il faut faire attention, ce que je veux montrer par là, c'est que si vous partez sur une 1.19, et qu'on filtre sur les critiques, là, vous avez la liste
de toutes les CVE critiques qui se trouveraient sur un de vos conteneurs Nginx 1.19 qui tournerait chez vous en production. Donc, le message à faire passer, c'est garder des images qui sont à jour. Et l'autre point à faire attention, mettez pas forcément des tags latest parce que sinon vous allez en production avoir de gros problèmes. Mais essayez de suivre, d'avoir des images à jour pour éviter d'avoir des gros soucis comme ça. Et le dernier, c'est Kubescape. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah ben là. Donc là, on a analysé du code, on a analysé des images. Il y a d'autres outils qui vous permettent d'analyser, pour ceux qui sont plus dans l'administration de cluster, d'analyser l'état un petit peu de votre cluster Kubernetes par rapport au benchmark de sécurité. Là, on va prendre l'exemple du CIS 1.23. Donc ça, c'est officiel, hein, c'est vraiment des guidelines de sécurité qui sont édités chaque année, mises à jour chaque année. Là, vous l'avez pour Kubernetes, mais vous avez la même chose pour AWS, vous avez la même chose pour, je ne sais pas, un serveur Windows, un serveur Linux. Et là, quand vous exécutez ça, là, je prends l'exemple de Kubescape, mais il y a aussi Kubebench qui fait la même chose. Kubescape, je le préfère, c'est juste la mise en page que je trouve un petit peu plus sexy. Donc là, ça va arriver, sinon je l'ai lancé une fois avant. Là, ce qu'il fait, c'est vraiment, il va en plus runner sur votre cluster un conteneur qui va aussi faire de l'analyse des différents nœuds. Et par rapport à sa base de données de bonnes pratiques, il va venir contrôler si vous suivez exactement toutes ces bonnes pratiques. À savoir qu'il y en a vraiment une très 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 grande liste, quoi. Allez, il est bon. On est bon. Okay, donc là, je n'ai pas non plus tout activé, étant donné que c'est du SKS. Donc toute la partie control plane, finalement, ce n'est pas à nous de gérer. C'est le cloud provider qui gère ça. Pareil pour du AWS, pareil pour du Azure. Cette partie un peu de control plane, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est regarder si nos déploiements, ou bien si à la limite les workers, si vous avez mis les mains dessus pour x, y raison, les workers nodes, s'ils suivent les bonnes pratiques. Et là, on voit qu'il y a différents points qui sont à améliorer dans notre cluster, notamment les points, ce qu'on a vu avant, ce qui est par rapport aux conteneurs privés, qui tournent avec des droits privilégiés. Et puis, vous pouvez vous référer au chapitre officiel CIS 5.2.2 qui vous détaille finalement qu'est-ce que c'est le contrôle, quelle est la problématique et comment la résoudre. Là, je n'ai pas mis toutes les informations, mais si vous faites un tiret verbose, l'outil va vous dire exactement ce que vous devez faire pour mitiger au fait, ce risque. Voilà. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'en ai. 57. Je crois que je vais pas revenir. Je pense que c'est un peu l'heure pour tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter là. Juste dernière slide. Vous avez, si jamais dans le repo, vous avez accès à ces liens. Ces deux posts, on a un blog devops.cisel.ch où on met un petit peu d'ailleurs, les fautes de frappe, ça pas du tout. Bon, bref. Voilà. Où on met des posts un petit peu techniques, des choses qui reviennent quand on fait des projets clients, il y a des choses qui nous marquent, qui nous frappent, ou bien des petits guides, alors on les publie. Vous avez donc une suite aussi d'outils de sécurité, il y a ceux que j'ai mentionnés là, mais il y en a encore plein d'autres, et des outils un petit peu opérationnels. Justement, il y a Lens qui était utilisé par Lucie, il y a d'autres outils, là une petite liste, c'est des outils assez sympas pour administrer vos clusters Kubernetes. Donc là, vous pouvez retrouver ça sur notre blog. Et du coup, je vais m'arrêter là. Donc pour faire un petit peu la synthèse, ça a peut-être été un peu vite, mais pour faire la synthèse, là, on voit qu'il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Là, je vous ai montré une sélection des outils que nous, on a l'habitude d'utiliser. Et encore, on utilise d'autres outils, mais c'est une sélection des outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Il faut regarder vraiment au cas par cas. C'est selon vos projets, selon vos besoins. Comme j'ai dit, vous faites vos commissions sur le landscape de la CNCF et normalement, vous ne devriez pas vous tromper et puis réussir à faire ce que vous avez à faire, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation de plein d'amis.
Y a-t-il des questions dans la salle? Pas de souci, il n'y a pas l'apéro tout de suite, hein, donc vous avez le droit de poser des questions. Voilà. Ah, ça marche? Ça marche? Ok. Au début de la présentation, donc vous avez signalé qu'il fallait éviter de faire du ClickOps, point que je rejoins à 100%. Par contre, les deux outils qui ont été montrés, c'était que du ClickOps. Et donc, j'ai vu que Argo CD, qui avait été présenté par Lucie, donc peut être fait aussi en YAML. Est-ce que c'est la même chose pour l'outil de backup? Non, alors l'outil de backup, qui n'est pas tout à fait open source, mais oui, lui, il amène aussi ses CRD. On ne peut pas entièrement le configurer via des déploiements, enfin, via des codes YAML, mais il y a une grande partie, tout ce qui est les jobs, tout ce qui est les policies, oui. Après, il y a certaines interactions qui demandent quand même d'aller dans l'interface. Mais effectivement, je vous rejoins tout à fait. Et puis pour Argo CD, c'était pour montrer un petit peu l'interface. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire les déploiements, comme Lucie nous a montré très bien avant, et guider tout ça, et puis partir sur les méthodologies GitOps. Oui, absolument. Mais c'était pour mettre un petit peu d'interaction, puis un peu de... Oui, je me doute, Voilà. C'était aussi pour la boutade. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question dans la salle? Ça ne semble pas être le cas. Puis je suis disponible après. Enfin, toute l'équipe CISEL, enfin pas toute l'équipe, mais on a plein de gens CISEL qui sont disponibles après pour discuter si vous voulez. Super. Merci beaucoup Fabrice pour cette magnifique présentation. Pour toi aussi.